première de Luka Doncic avec les Los Angeles Lakers, c'était la nuit dernière. Les Lakers qui ont balayé le Jazz 132-113. Alors, c'était évidemment un événement du côté de Los Angeles. Il y avait beaucoup de célébrités dans la salle. Et Shai, il y avait quand même un certain Dirk Nowitzki. Je trouve très intéressant la présence de Dirk Nowitzki à ce match. Il ne s'est pas pointé une seule fois à l'American Airlines Arena de Dallas depuis le trade et il est venu jusqu'à Los Angeles avec son statut de légende des Mavericks pour aller voir Luka. Première de Luka, première que j'ai regardée et j'ai apprécié. Je me suis même régalé, j'ai envie de le dire. Les stats sont trompeuses. Je vais quand même donner les stats. Luka en 23 minutes, 14 points, 5 sur 14 au tir de la maladresse, 1 sur 7 à 3 points, 5 rebonds, 4 passes. Il faut dire qu'il n'avait pas joué depuis le 25 décembre dernier. Mais première très réussie, très large victoire contre une équipe faible. Et ouais, je pense qu'après ce match, les supporters des Lakers ont des raisons d'être excités. J'ai trouvé aussi que la présence de Dirk, pour commencer par là, c'était un symbole fort. Après, si c'était pointé à l'American Airlines Arena, peut-être qu'ils seraient fait virer comme les autres supporters qui sont venus et qui ont juste manifesté leur mécontentement. Peut-être qu'ils auraient osé virer de la salle Dirk Nowitzki. Parce que pour les gens qui n'ont pas vu, il y a... Vas-y. J'allais dire, on y viendra peut-être après si tu veux quand on parle de Dallas. Dallas a joué après. T'as raison, pardon. Voilà. Je vais rester calme à ce sujet. Pour Luka, pour y revenir, j'ai vu que tu avais été très enthousiasmé par le match. Moi, ce que j'ai vu était évidemment très prometteur. Il y avait un peu de rouille chez Luka, mais il a pas joué depuis, il a manqué 20 matchs pour ainsi dire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les Lakers, comme ils savent si bien le faire, ont fait tout un décorum autour avec les gens qui avaient le t-shirt 77, LeBron à l'échauffement avec le t-shirt de Doncic, et dans le match, il y a eu la connexion LeBron-Doncic. Il y a eu cette connexion, ils se sont cherchés, ils étaient contents de se trouver, un peu comme on a vu avec Butler et Curry sur les premiers matchs. Ils ont envie que ça fonctionne, ils sont contents d'être là. Il n'a pas l'air en méforme, on va pas revenir une énième fois dessus, mais il a l'air juste dans la forme physique de quelqu'un qui n'a pas joué depuis 20 matchs et qui va tranquillement revenir à son niveau de forme. Il a joué 24 minutes, c'est ça ? 23, en fait. C'est arrondi à 24 par ESPN, Ouais. mais il a joué 23 minutes et 33 secondes, si tu veux. La stat très, très précise de NBA.com. Voilà, ils n'ont pas eu besoin qu'il en fasse beaucoup plus. Il a mis un petit tir à la Dirk Nowitzki aussi, juste devant lui. Voilà, pour une première, c'était une belle fête pour lui, c'était une belle fête pour les Lakers, qui continuent en plus leur bonne série. Donc tous les voyants sont au vert, j'ai vu ton article et je vous engage à aller regarder parce que effectivement Antoine entrevoit des lendemains plutôt positifs pour les Lakers et force est de constater que leur équipe elle est très très sympa et peut-être même dès cette année il faudra régler peut-être la question de l'intérieur, ce sera peut-être réglé par un buyout ou si le trade de Mark Williams est finalement entériné parce que les Hornets qui s'étaient déclarés très très contents finalement de récupérer. Bienvenue, il n'y a pas de souci, tu reviens, on voulait pas vraiment te trader, c'est les Lakers qui avaient été agressifs, c'est le terme qui avait été employé. Là, ils ont quand même, ils portent réclamation pour que le trade soit finalement validé. Donc, c'est un autre dossier. Ça, c'est une petite parenthèse serrée sur les Hornets, c'est terrible. Donc, tu nous fais croire que c'est les Lakers qui voulaient Mark Williams, que c'est pas toi qui voulais le trader. Tu fais un communiqué pour le faire revenir. Et dans la foulée, tu es en train de porter une réclamation auprès de la NBA en disant mais si, le trade, il doit être validé. Le trade, il doit être validé. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi de la part des Hornets. Enfin, bref. Pas de pivot, je vais y venir. Déjà, il y a les stats. Je pense que les stats, elles sont trompeuses. Effectivement, si tu vois 14 points, 5 sur 14, même en 23 minutes, tu te dis, bon, c'est pas du Luka Doncic, et c'est vrai, tu sens qu'il y a une phase de reprise. Par contre, oui, beaucoup d'éléments intéressants, tu l'as dit, le fait que LeBron et Luka se sont beaucoup cherchés. Il y a cette question du fit, tu vois, ces deux joueurs qui ont des qualités similaires ou qui ont plusieurs aspects même de leur jeu qui sont similaires, mais en vérité, faut pas oublier que c'est quand même deux gros QI basket, deux super playmakers d'élite et deux gars qui, je pense, se respectent et s'apprécient et ça se sent. Il y a une complicité. C'est un peu comme on disait pour Butler et Curry. T'es effectivement, ça vient d'arriver, donc tu dis faut que ça marche, donc faut que je fasse un peu les efforts. C'était un peu comme Kyrie et Luka d'ailleurs quand ça a commencé au début, tu vois. Chacun va vers l'autre parce que tu sais que tu dois faire marcher ce truc-là, mais là, tu sens que c'est très naturel. Beaucoup de rire sur le banc, des commentaires. Et ensuite sur le terrain, une volonté de se chercher, ça enlève beaucoup de pression de LeBron finalement, qui n'est pas obligé de porter autant la balle. Alors il y a Reeves aussi qui est playmaker, mais là, LeBron, il sait qu'à d'autres moments, il va pouvoir jouer sans le ballon. Les deux ont combiné entre eux en pick and roll. Tu sens que J.J. Redick, de toute façon, est un coach ingénieux. Et il y a vraiment une complicité naissante en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain, qui est très intéressante. Chacun a tiré un peu l'autre vers le haut, même si
Voilà, tout ça, il faut relativiser parce que c'est un adversaire très faible. Et Luka aurait pu finir à 10 passes en 23 minutes. Hein. Il y a plein de. Il y a eu. En fait, on a vu chez Luka tout ce qu'on veut voir. Il a poussé le rythme. Il a mis du rythme en transition. C'est ce qui avait bien marché à Dallas l'an dernier sur le run de playoff. C'est ce qu'il n'a pas fait tout le temps. C'est notamment ce qu'il faisait nettement moins en finale. Va savoir combien de temps il va le faire aux Lakers, mais là, sur cette première, il l'a fait. Il a défendu. Il a défendu, Luka. Alors, il ne s'est pas plaint auprès des arbitres. Et oui, vraiment, le jeu en transition des Lakers, il y a une action que j'ai envie de décrire. Pour moi, elle est vraiment symbolique de tout ce que ça va donner. C'est Luka qui prend un rebond. De suite, il met les gaz. Passe devant. Il passe tout de suite à LeBron qui est en train de cavaler. LeBron, il a cavalé comme un ado, tu vois. On aurait dit le LeBron de Cleveland 2008. Tu sais, le LeBron avec bandeau qui claquait des énormes dunks. LeBron, il cavale direct. La passe de Luka, elle crée tout de suite un décalage. Mais LeBron, il voit Jackson Hayes qui, pareil, il a un seul boulot de Jackson Hayes, c'est courir, sauter. Jackson Hayes, c'est comment Harden voit Yanis. Et il a juste à courir et sauter. Et LeBron, il fait la passe, alley-oop, et je te jure, en 2 secondes, ils ont mis un panier. Et il y en a plein des actions comme ça, en fait. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein dans ce match. Il y a des moments où Luka, il balance de son camp à LeBron qui est en train de cavaler. Ça se cherche, ça. Et il y a plein de passes même qui ont fini, tu vois, pas forcément dans les tribunes, mais interceptées parce qu'il y avait vraiment une volonté de jouer, de faire circuler. Mais ça peut très, très bien marcher, cette équipe des Lakers. C'est bien qu'ils aient pu jouer contre le Jazz pour expérimenter des trucs. Il faudra voir contre d'autres équipes, mais je partage ton sentiment sur. J'irais même au-delà sur le côté. Tu disais, ouais, je pense qu'ils se respectent et s'apprécient. Je pense que Luka s'en est jamais caché. Il y a une admiration pour LeBron, c'était son joueur préféré. Il y a une filiation dans le jeu aussi, donc il a envie, à mon avis, de montrer à LeBron qu'il est digne d'être quelque part une forme de successeur. Et LeBron, c'est plus que ça. Je pense qu'il adore Luka. Il l'adorait avant. Et il en avait déjà parlé, même dans les podcasts avec Reddick. Il a dit que, comment est-ce qu'on fait pour défendre sur ce mec-là? C'est impossible. Il a essayé plein de choses. Il avait essayé de théoriser le truc. Je pense que c'est le joueur de la génération actuelle qu'il préfère, en fait, tout simplement. Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, il se retrouve. C'est pour ça que c'est encore plus fou qu'il se retrouve là, sur sa fin de carrière, à pouvoir jouer avec lui, à pouvoir partager quelque chose. J'imagine que c'est l'extase totale chez les Lakers. Alors, on verra comment va se dérouler cette fin de saison. Mais oui, il y a plein de choses prometteuses. Et même si c'est pas pour cette saison tout de suite, ils ont le temps d'améliorer un peu le roster, de le rendre plus complémentaire. Mais c'est excitant. Comment tu veux... Je pense aux fans des Lakers qui se préparaient à une fin de saison. Bon, on a la même équipe encore cette année. On est avec ses limites, ses qualités, mais ses limites. On sait que si on tombe sur Denver, c'est fini. Si on tombe sur un tel, c'est fini. Voilà, là c'est franchement, c'est la bonne humeur et l'optimisme, et on le comprend, quoi. Oui, sur ce match-là, encore une fois, je le dis, il faut relativiser vraiment avec l'adversité, mais il y avait un parfum Showtime, tu vois. Ça joue vite, tu as 2 superbes créateurs, ça dunk. Regarde, un truc tout simple. Hachimura, il met 21 points à 8 sur 14. Il n'a rien eu besoin de forcer. Ces mecs-là, Hachimura, Reeves, par moment, ils sont obligés de forcer, tu vois. Mais là, ils vont plus rien avoir à forcer. Avec Luka et LeBron sur le terrain, ces gars-là, ils ont juste à attendre que la balle leur vienne dans les mains et à marquer, à conclure. Et d'ailleurs, Reddick va pouvoir constamment aligner s'il veut. S'il veut, là, sur un match de 48 minutes, il met constamment un playmaker d'élite sur le terrain. Soit Luka, soit LeBron. Donc, tu vois, c'est quand même une force. On sait que les Lakers sans LeBron, dès que LeBron sortait, ça a souvent été très difficile parce qu'il n'y avait plus personne pour créer du jeu, même avec Anthony Davis. Là, tu sais que tu auras constamment un playmaker d'élite. J'ai commencé donc par Hachimura, 21 points à 8 sur 14. Jackson Hayes, 12 points à 6 sur 6. Je ne serais même pas surpris que c'était que des dunks, je ne me souviens plus trop. Austin Reeves, 22 points à 6 sur 10, avec 9 rebonds, 4 passes. Gabe Vincent, 8 sur 11, 17 points. Ces mecs-là, ils vont être que à la finition. Et clairement, l'équipe est bonne. Il y a un 5. J'ai envie que dans quelques semaines, essayer de m'y faire penser, de vérifier quel sera le net rating de ce 5. Le 5 avec Luka, LeBron, Austin Reeves, Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith. De facto, LeBron, il est le pivot small ball de ce 5. Ce 5 majeur, je vais vérifier dans quelques semaines. Je ne serais pas surpris qu'il ait un énorme net rating. Ça me fait penser un petit peu, avec moins de talent vu l'âge des joueurs, etc., au 5 de la mort des Warriors. J'étais sûr que tu allais pas. Exactement. Le def line-up, ça joue small ball. C'est petit, mais ça court. En fait, c'est pas petit, pardon. C'est grand. C'est que des joueurs grands. C'est que des mecs grands en taille. Austin Reeves, il est grand pour son poste. Luka, il est grand pour son poste. J'ai pas dit grand pour sa taille, vous noterez. Dorian Finney-Smith, c'est grand, c'est long. Rui Hachimura, c'est grand, c'est long. LeBron, il est grand. Il n'y a pas un mec très grand. Il n'y a pas un pivot. C'est pas lourd, mais c'est grand et c'est mobile. Et finalement, à l'ouest,
Qui va te faire payer ce 5 ? Jokic, il va bully ce 5, ça c'est sûr. Alperen Şengün, mais les Rockets, honnêtement, c'est pas l'équipe qui m'inquiète le plus si je suis un candidat au titre. Mais même le Thunder qui a de la taille, le Thunder est pas une équipe très forte au rebond. Chet Holmgren est encore un peu frêle. Après, je te dis pas que le Thunder lutte contre ce 5. Je suis pas en train de te dire que OKC va perdre contre Los Angeles sur une série. Je pense pas. OKC reste la meilleure équipe de l'Ouest. Attention, tu vois, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de mettre en avant que ce 5-là, que à mon avis Redick va utiliser parce qu'il est moderne, parce qu'il voit ce genre de choses, Redick, ça va très bien marcher. Et les Lakers, honnêtement, sont meilleurs. C'est logique. C'est ce qu'on répète depuis. On répète que Luka Doncic est un meilleur joueur qu'Anthony Davis. Les Lakers sont meilleurs après ce trade, c'est évident, dès maintenant, sans même être soi-disant équilibré. Et pardon, Shai, je vais finir sur un dernier truc. C'est sur cette espèce de ouais, avec Luka, ça défend pas. Les Mavericks, c'était dans le top 10 des défenses l'an dernier avec Luka et Kyrie. Et tu sais, le net rating de Luka à Dallas, là, sur les premiers matchs de la saison, points encaissés sur 100 possessions. Tu sais à combien ça correspond au niveau de la ligue ? 3e défense NBA. Ouais. 3e défense. Tu veux celui d'Anthony Davis ? Vas-y. 113. Ouais. Après, c'est évidemment injuste. Là, je prends une stat. C'est pas. Là, Ça dépend des mecs autour de toi, mais c'est juste. Voilà. J'étais en train de t'imaginer. J'ai eu des flashbacks de David Fisdale. Take that for data. Ah oui, take that for data, évidemment. Doncic, il n'est pas incapable de défendre, en fait. S'ils sont allés aussi loin en finale, c'est parce que ponctuellement ou sur une période donnée, il a su faire ce qu'on appelle les efforts. C'est un peu abstrait, mais et Kyrie, pareil, c'est pas des défenseurs c'est pas des joueurs qui ont été identifiés comme des bons défenseurs, mais ils sont capables de le faire. Donc c'est pas impossible qu'il arrive à le faire dans un certain contexte aussi. Et c'est pas non plus exactement ce que les Lakers lui demanderont tout le temps. C'est pas pour ça qu'ils l'ont pris. Et ils arriveront à trouver des solutions. Je me fais pas à terme, que ce soit cette saison ou après, il y a pas de. Moi, je fais pas partie des gens inquiets par le fait qu'ils défendent pas ou que ce soit quelque chose de problématique. Donc non, il y a de bonnes raisons d'être enthousiaste pour les Lakers, c'est clair et net. Je partage ton optimisme, même si je regrette la manière dont ça s'est passé. C'est force est de constater que c'est très, très, très prometteur et quelque part on a envie de voir jouer cette équipe, on a envie de voir LeBron et Luka ensemble. C'est deux des plus gros cerveaux. Alors LeBron de tous les temps, Luka de sa génération et probablement de tous les temps quand il aura terminé. Évidemment qu'on a envie de voir ça, on a envie de voir des joueurs intelligents et surdoués jouer au basket. Ouais. Et après, c'est un peu malhonnête de ma part de donner le rating défensif. Ça dépend évidemment de qui est autour de toi. Tu vois, je rajoute un peu des caisses, mais c'est juste pour montrer que les Mavericks, même avec Luka autour arrivaient à avoir une très bonne défense NBA. Anthony Davis aux Lakers, je me souvenais pas de son net rating, mais c'est terrible en fait. Ils marquent 113 points avec Davis, ils en prennent 113. C'est pas très bon là. Pour le coup là, c'est même pas là c'est moins malhonnête, mais c'est pas très bon un net rating. Les superstars, elles ont des net ratings avec 9, 10 de différence, tu vois. Après, évidemment, Anthony Davis jouait pas avec la meilleure équipe de la ligue, mais les Lakers ont quand même un bon bilan collectif. Donc c'est pas une très bonne stat en faveur d'Anthony Davis, mais bon là effectivement le but n'était pas de rabaisser Anthony Davis, juste dire que les Lakers sont bons et je vais refaire juste un petit point très léger et après on peut changer de match, mais je suis pas fan des Lakers, hein, mais loin de là. Et je vais vous dire, je sais que des fois on parle de manière enflammée, ça peut donner l'impression qu'on est subjectif. Notre métier, c'est quand même souvent de rester objectif et de mettre de la nuance. Je suis même pas fan de Luka Doncic. Donc pour tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui et qui pensent qu'on est des fanboys de Doncic ou des Lakers, sachant qu'avant les fans de Lakers étaient persuadés qu'on détestait les Lakers, au passage. Juste un truc, je vous donne tout de suite. Les joueurs dont je suis fan, c'est Lillard, Antetokounmpo. Je suis même pas un fan des Bucks, mais s'il y a bien une équipe avec qui je suis pas très objectif, c'est les Bucks parce que j'aime Lillard et Antetokounmpo. Toutes les autres, dans le fond, et je suis fan de Portland, mais aujourd'hui ils servent plus à rien. Toutes les autres, dans le fond, je m'en fiche en fait. Tu vois, donc quand là, moi, c'est que mon ressenti sur ce que je vois par rapport à Luka Doncic. Et cette on a juste envie de voir des équipes. Si elles jouent bien au basket, que c'est bien construit, on est content en fait. On va pas détester des équipes gratuitement ou des joueurs. Bien sûr. On souhaite pas ça. En fait. Donc là, on est blasé vis-à-vis des Mavs. Moi, je commence à m'y faire, mais j'étais un peu blasé de la manière dont les Lakers ont réussi à le récupérer. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, maintenant que c'est comme ça, on va pas bouder notre plaisir. S'il y a Doncic et LeBron qui jouent à ce niveau de performance-là, on va pas se plaindre.
Allez, on a encore une fois fait long sur Luka Doncic, mais promis, ça va se tasser. Il y aura d'autres sujets. On peut peut-être enchaîner justement avec les Warriors parce qu'on a commencé à parler de Butler et Curry et en plus on a mentionné les Bucks. Golden State a battu Milwaukee 125-111. Milwaukee joue sans Giannis Antetokounmpo, il faut le Ouais. préciser. Et justement, ça a encore une fois bien fonctionné entre Butler et Curry. 38 points de Stephen Curry, 20 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions de Jimmy Butler. Deuxième victoire de suite de Golden State, quasiment sur le même score. Alors l'autre fois c'est 132, je crois, 111, là c'est 125-111. Ouais. Deuxième victoire à l'extérieur. Et encore une fois, on a vu tout de suite une espèce de connexion Curry-Butler. Ça se cherche sur le terrain, ça s'entend bien. Il y a une volonté en fait d'aller dans le même sens. Il y a un objectif commun, ça se sent. Et pareil, c'est une équipe pour laquelle je suis ambiancé aujourd'hui, c'est les Golden State Warriors. Ouais, ils sont à 2 sur 2 avec Butler maintenant. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un Jimmy Butler agressif. Alors, il a eu beaucoup de lancers, mais c'est quelque chose qui s'était un peu perdu à cause de la situation, probablement, et du contexte pour lui à Miami. Quand il est agressif comme ça et qu'il peut aller aussi souvent sur la ligne, ça fait une solution, une alternative incroyable à Curry, qui est déjà un joueur qui est capable aussi d'aller souvent sur la ligne. Et quand tu as Curry qui marque 38 points, c'est son record de la saison. Si je dis pas de bêtises, il n'a pas marqué autant de points encore cette année, cette saison. Et Butler qui n'est que à 20 points, mais qui provoque des fautes, qui est actif au rebond, qui est actif à la passe, qui va progressivement, à mon avis, être encore plus actif en défense. C'est très très dur à battre, surtout pour une équipe comme Milwaukee qui avait pas Giannis, qui était un peu où il y avait que vraiment Lillard qui a porté l'équipe. 38 points lui aussi, ouais, 38 points de Lillard 10 pertes et de balles. 10 pertes de balles. Il y a eu la première de Kyle Kuzma quand même, qui nous a fait un petit airball pour son baptême du feu. C'est pas sa première, hein, mais c'est. Non, il a joué le dernier. Il avait déjà joué à Milwaukee, oui. J'avais pas regardé le dernier match, c'est pour ça. Mais oui, c'est le premier match que j'ai vu moi de Kyle Kuzma, voilà. Et petit tacle avec le lancer franc raté en airball, voilà. Ouais, Kyle Kuzma qui a mis 21 points. Mais ouais, tu l'as très bien dit, c'est que Butler, en fait, il apporte encore une autre dimension au scoring. On connaît la menace extérieure ce que représente Stephen Curry. Butler, il y a ce coup du drive, d'être capacité d'aller encore créer des espaces. Et en fait, quand tu as un Butler qui drive, qui attire l'attention de la défense, derrière, tu ressors la balle, c'est soit Curry, soit Buddy. Et en plus, les Warriors sont intelligents. Ils savent comment démarquer le mec à qui tu veux passer la balle quand tu drives. C'est-à-dire que quand il y a un drive, par exemple, là, dans ce cas précis de Butler, normalement, la défense va quand même rester très concentrée sur Curry, mais les Warriors savent comment libérer Curry au moment où il y a un drive, justement, parce qu'ils savent qu'il y aura ce kick-out et qui va arriver jusqu'à Curry. Et non, ouais, il y a une complicité naissante entre les deux. Elle est intéressante. Pareil sur le 5. Alors, il n'a pas très bien commencé le match. Milwaukee s'est bien sorti en mettant des gros paniers à 3 points. Mais le 5, Moody, Hield, Curry, Butler, Green, j'aime beaucoup aussi. C'est pareil, on est dans un espèce d'esprit small ball. C'est vrai que moi, j'aime bien le small ball avec des joueurs mobiles. Ça défend fort, pour le coup, un peu plus fort même qu'à Los Angeles. Il y a de la taille, il y a de l'agressivité, il y a du shoot. C'est pareil, c'est un 5 qui, je pense, va faire des dégâts. On verra quel sera le rôle de Kuminga au moment de revenir. On sait que de toute façon, Steve Kerr, il change constamment de 5 majeurs selon l'adversaire. Ouais. Mais pareil, ça commence bien du côté de Golden State. Absolument. Allez, on peut enchaîner en un peu plus rapide toutes les performances. Peut-être revenir sur les Spurs qui ont battu les Wizards 131-121. Hier, je disais que Fox, Wembanyama, bon là, les deux ont été plutôt bons ensemble. Il y a eu 31 points, 15 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 contres de Victor Wembanyama et 30 points et 6 passes de De'Aaron Fox. Une victoire contre Washington, un peu plus difficile que ce qu'on pourrait penser quand même, mine de rien. Ils ont très bien commencé les Spurs, mais derrière, ils se sont fait reprendre par les Wizards. Victor a bien commencé aussi. Il a mis ses 4 premiers tirs à 3 points. Ses 4 premiers tirs à 3 points. Ouais. Et après, bon, c'est que les Wizards, mais effectivement, ils ont un peu lutté. On reste dans une phase d'acclimatation pour ces deux-là. On peut noter que Bilal Koulibaly finit avec 10 points, 4 passes, 3 rebonds. Il n'y a toujours pas d'Alex Sarr, malheureusement, qui est encore convalescent avec sa blessure à la cheville. Mais bon, voilà. Au moins une victoire pour les Spurs. Une stat inutile, mais que je trouve assez folle. Tous les joueurs de Washington ont mis 10 points ou plus. C'est quand même très rare en NBA. Bref, voilà. Félicitations à eux. Bravo. Ils se sont bien battus, mine de rien. Ils se sont bien battus. Il y a plusieurs matchs où ils se battent correctement cette année. C'est pas que des blowouts en fait. Rien que ça, c'est déjà. Là, il n'y a pas Alexa en plus qui fait du bien en défense rookie aussi, donc ça peut se comprendre.
Cleveland a écrasé ou a dominé Minnesota 128-107 malgré 44 points d'Anthony Edwards, son troisième match de suite à 40 points ou plus. Mais domination de Cleveland avec la première, là je crois que pour le coup c'était la première de DeAndre Hunter. Ouais, c'est la 12 première, ouais. points de DeAndre Hunter, 28 points d'Evan Mobley avec 10 rebonds et 6 passes. Il y a 23 points je crois de Donovan Mitchell. Et ouais, victoire des Cavs avec Anthony Edwards qui est de toute façon, je pense à ce stade, je dis bon bah j'ai pas le choix, faut que je shoot quoi. Faut que je Ouais. prenne mes tirs, faut que je joue mes actions. Et il met 44 points, mais ça n'a pas suffi pour les Timberwolves. Ce sera intéressant pour les Cavs de voir, parce que là, Max Strus n'était pas là, était blessé, enfin, il était indisponible en tout cas, et de voir si Strus reste titulaire ou s'il mettra DeAndre Hunter, là, qui a été titulaire cette nuit, qui a été plutôt bon, hein, à droit à 3 points notamment. Mais moi, j'ai surtout bien aimé Van Mobley en mode All-Star. C'est bientôt l'All-Star Game. Il a voulu montrer qu'il était, que c'était justifié. Il fait 28 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 contre. Très, 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 très fort. Une très belle saison de Van Mobley. Et petit mot sur les Wolves, peut-être, digression très rapide. A priori, ça va enfin changer de propriétaire. Enfin, en tout cas, la guerre juridique entre le tandem Laure Rodriguez et Glenn Taylor, le proprio historique, va être terminée, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, Taylor était revenu en arrière en disant que il payait pas dans les temps. En tout cas, ils n'avaient pas débloqué les fonds à temps pour payer telle échéance, etc. Et là, finalement, il y a eu un arbitrage en faveur de Laure et Rodriguez qui vont être très bientôt les actionnaires majoritaires. Donc ça va. Je sais pas si ça débloquera quelque chose au niveau sportif, mais au moins ça va clarifier un peu la situation. Et c'est toujours bien pour une franchise qui en plus sort d'une saison très très bonne, hein, finale de conférence. C'est une bonne nouvelle au niveau de l'extra sportif déjà. Ce sera forcément à un moment ou à un autre une conséquence sportive. On l'a vu de toute façon avec Dallas, on voit, tout part d'en haut. À la base, Laure et Rodriguez voulaient faire des économies d'ailleurs, on le sait. Donc il y avait une volonté, ça fait déjà plusieurs mois avant même qu'on imagine le trade de Karl Anthony Towns. Ouais. Eux étaient déjà en train d'y penser. Donc à voir, est-ce qu'il y aura encore cette logique d'économie? Est-ce que même il y aura une histoire de déménagement ou pas? J'allais dire ça, parce qu'à la base, Exactement. dans les négociations, quand Glenn Taylor a accepté de négocier exclusivement avec eux, il y avait la promesse de ne pas bouger les Timberwolves et les Lynx de WNBA du Minnesota, de rester à Minneapolis. Là, avec ce qui s'est passé, vu que de leur point de vue, ils l'ont dit, il a essayé de leur mettre à l'envers pour essayer de faire monter le prix. Est-ce qu'ils vont tenir l'engagement de pas bouger de Minnesota, alors que si je dis pas de bêtises, Rodriguez était impliqué dans un projet qui était du côté de Seattle notamment. Voilà, ça peut peut-être remettre ça en question. C'est de la supposition, on n'a pas d'informations là-dessus, mais vu comment ça s'est joué après dans les coulisses, c'est pas sûr que la promesse soit tenue. Les Hawks ont battu le Magic 112-106. Gros quatrième quart-temps de Trae Young. Il y a eu 37 points de Franz Wagner, 31 points de Paolo Banchero, mais ça n'a pas suffi pour Orlando. 11 points en seulement 18 minutes pour Zachary Rizaché, qui est sur une bonne période en ce moment en termes d'adresse. Il est très Mais bon, effectivement, seulement 18 minutes. Pareil, je semi-comprends en fait. C'est-à-dire que je comprends que les Hawks sont en mode non, mais il faut vraiment qu'on gagne parce qu'on n'a pas notre pic. Et en même temps, j'ai l'impression que Zachary Rizaché, il les aide à gagner. Et que du coup, je ne capte pas pourquoi il ne joue pas plus. Il joue quoi? Il joue 2-3 minutes dans le dernier quart-temps? Bon, il gagne, donc on va dire Quinn Snyder. Jamais les fonds de carton. Oui, après, voilà, ça a marché. C'est dommage parce que là, si tu regardes, donc j'avais vu ses stats sur les 8 derniers matchs, il a plus de 15 points. Je crois que c'est avant celui-là, par contre. De quoi? C'était avant celui-là? Ouais, mais bon, ça revient au même. Hein. Il est encore à droit. Il est à 3 sur 6. Il est à droit. Sur les 6 derniers matchs, il était à plus de 60% d'adresse. 16,8 points, je crois, 60% au tir, quelque chose comme ça. Il perd qu'un seul ballon, il est à 48% à 3 points. Enfin, c'était avant le match de cette nuit encore, mais il a été plutôt bon. Il est bon quand il joue. Il y a eu des périodes dans la saison où il manquait d'adresse. Là, il manque même pas l'adresse, donc c'est une volonté de le manager. Peut-être que Quinn Snyder veut, je sais pas, le protéger ou c'est une forme de développement qu'on verra, dont on verra peut-être les résultats après. Moi, j'aimerais bien le voir avec un gros temps de jeu tout le temps, peut-être à partir de la saison prochaine. Ouais, moi aussi. Je pense que voilà, c'est pas assez mis en avant, mais il y a une progression du côté de Zachary Rizaché. C'est un joueur intelligent qui comprend de mieux en mieux le jeu, évidemment. Comme c'est une progression naturelle de toute façon. Mais voilà, il a beau ne pas être discuté, c'est évidemment pas un bust à ce stade. De toute façon, tu peux pas parler comme ça alors que tu es un des meilleurs marqueurs de ta promotion de rookie. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Stephen Castle a mis, je crois, 16 ou 17 points en jouant que 20 minutes. Son temps de jeu baisse, mais il trouve des moyens d'être productif et de maintenir ses stats. Je pense qu'il y a quand même le trophée de rookie de l'année quelque part, pas très loin dans sa tête. Et oui, pour Rizaché, il y a quand même une progression et je fermerai pas complètement encore la porte sur le joueur que ça peut devenir
Je sais que premier choix de draft, on s'attend tout de suite à All-Star, des choses comme ça. C'est pas forcément ce que je vois sur Rizaché, mais joueur majeur, il faut pas l'exclure à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. Faut pas lui, l'étiquette de first pick là, on l'a dit que c'était une cuvée particulière avec aucun mec qui se détachait vraiment. Si on met ça de côté, c'est juste un très bon jeune joueur qui va se développer et pour moi, il y a pas de bust, il y a pas de mince, il est pas ce qui était attendu, ce qui était prévu. Pour l'instant, pour moi, il est dans les clous. Il est un peu préservé, économisé. Je sais pas quel sera le bon terme. On verra, mais je suis pas du tout, je suis pas inquiet moi, pour Isaché. Je suis comme toi. Si je veux être vraiment un chieur, Shai, je te Ouais. souligne que Franz Wagner, au-delà de ses 37 points, finit à 0 de différentiel, tandis que Paolo Banchero est Ouais. à moins 19. C'est dur pour le Magic là. En fait, les 5 où Banchero joue sans Wagner, ça marche pas. Alors que par contre, Wagner avec Anthony Black, Tristan da Silva, etc., c'est quand même un bon line-up pour Orlando. Non, mais cette saison-là, avec tous il manque du monde à chaque fois. C'est jamais les mêmes qui sont dispo et toujours pas Suggs qui est un peu une caution défensive. C'est très dur là. Puis là, c'est vrai que les lacunes offensives, on les voit, elles sont pas gommées par la défense de fer qu'il y avait l'année dernière. C'est frustrant. Pour moi, il y a quand même des grosses raisons d'être optimiste à Orlando. C'est que tu as 2 stars. Tu as Banchero, Wagner. Tu as une deuxième star, Wagner, que tu imaginais finalement peut-être pas aussi forte. Tu as Jalen Suggs et tu as Anthony Black, qui est un super joueur, Anthony Black. Vraiment, vraiment superbe pioche. Il progresse au tir en plus. Là, il fait pas forcément le meilleur match de sa vie, mais c'est vraiment un gros joueur. Et il y a Tristan da Silva aussi, qui je trouve est un très bon rookie. Donc, juste avec ces 5 mecs-là, tu as quand même une base très solide. Tu l'as souvent dit, le Magic était finalement en avance, mais il y a toujours un bon noyau dur, un très beau projet du côté d'Orlando. Il faut être un peu patient. Mais bon, c'est vrai que là, ils ont un bilan négatif. Il y a une vidéo qui est sortie, alors il faudrait que je la regarde plus en détail, mais j'ai vu passer sur des groupes de fans du Magic avec Mike Miller, l'ancien joueur qui est l'agent de Banchero, de Wendell Carter Jr. notamment, qui est filmé en train d'avoir un échange ultra animé avec Jeff Whiteman, le patron sportif du Magic. Et il a l'air de dire, en gros, qu'il faut faire des trades où son gars va se barrer, je sais pas quoi. Enfin, ils ont trouvé des trucs. En tout cas, je sais qu'il y a des fans d'Orlando et des gens, même dans. Ça c'est su que des gens dans le front office qui voulaient faire des trades avant la deadline, il n'y a rien eu. L'équipe est un peu en difficulté là, donc il y a quelques frustrations, mais moi aussi je veux être optimiste parce que les deux Wagner-Banchero, pour moi ça peut marcher et il y a de quoi faire à Orlando quand même. Les Nets ont battu les Hornets 97-89. Bon, j'imagine sur ce match, on n'aura pas grand-chose à dire, mais quand même, Moussa Diabaté, 21 points, 10 rebonds, 2 contre, et aussi un bon match de Tidjane Salas, 16 points, 5 rebonds, 2 interceptions. Voilà, les Français de Charlotte se montrent. La Melo Ball s'est blessé au bout de 10 minutes. À la cheville encore. Non, mais à un moment, ses chevilles, c'est plus... on le dit à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des discussions sur quel jeune joueur tu prends, et la Melo, il est spectaculaire, il est productif quand il joue, mais toutes les 3 semaines, il se fait une entorse de la cheville, quoi. Alors, c'est arrivé à d'autres joueurs avant lui, c'est arrivé à Stephen Curry, par exemple, mais il a pris des mesures pour aller contre ça, et ses chevilles tiennent très bien maintenant. Mais c'est quand même frustrant, c'est que c'est censé être leur franchise player, s'ils se blessent tout le temps, même si c'est des blessures mineures, si c'est pas les croisés, ça reste problématique quand même. Bon, voilà. Après, je retiens à nouveau le double-double, son record en carrière pour Moussa Diabaté, 21 points, et avec les 10 rebonds pris, et le bon passage, les bons matchs aussi de Tidjane Salas, comme tu l'as dit. Les Celtics qui tournent très bien en ce moment ont largement dominé le Heat. Victoire 103-85, 33 points de Jason Tatum, 17 points pour Kristaps Porzingis. Boston, on sent, c'est vraiment le truc de champion. C'est tiens, on approche de la dernière ligne droite de la saison, c'est le moment de relancer la machine. Et ben ça relance la machine. Après, il n'y avait pas de Tyler Hero du côté de Miami et ça change ça change tout pour Miami quand il n'y a pas de Tyler Hero. Il n'y a pas de Jaylen Brown et Jrue Holiday non plus à Boston. Oui, pour Boston. De toute façon, les Celtics ils peuvent jouer avec la moitié de leur effectif. Ça reste très fort. 34% de Miami au tir. Combien, pardon? Ils ont mis à Miami à tirer à 34%. Ils ont fait un bon début de match, mais après, il n'y a plus rien qui rentrait. 3 sur 12 pour Andrew Wiggins qui jouait son premier match. Ouais. Voilà. Et Kyle Anderson, 0 sur 5. Voilà, bon, passage. J'avais oublié que Davion Mitchell avait atterri à Miami d'ailleurs. Ouais, genre que le Heat peut développer ça. Bien sûr, à la base, il était très bon à Sacramento et après, ça s'est un peu rentré dans le rang et c'est totalement un joueur qu'ils peuvent relancer. Ouais.
OKC a battu New Orleans 137-101. Euh, les Pelicans, même avec Zion, l'autre fois, Zion, je crois qu'on n'avait pas parlé, mais il a mis Il a mis 40 40 points. points, ouais. Ouais, 40 Mm. points en 25 minutes, un truc comme Ouais. ça. Et lui, il est là pour ses stats. Les Pelicans, ils se disent, bon, ça nous va très bien parce que de toute façon, comme ça, on perd. Les Pelicans vont avoir un gros choix de draft la saison prochaine. 31 points de chez Gilgeous-Alexander. En Je sais 3 pas quarts si- temps. En 3 quarts temps, ouais. Je sais pas si tu as vu. Alexander, il est sur le MVP. Il y a un tweet de Basket Le Lab, à qui je passe le bonjour, où tu vois, il montre à la fin de carton où chez Gilgeous-Alexander, il veut pas prendre le tir, tu vois, parce que tu fais pas baisser, il veut pas faire baisser son pourcentage, tu vois. Clairement, le mec, il est là. Ouais, je vais aller chercher mon MVP. Tant que c'est pas au détriment de l'équipe, c'est pas très Bah grave. oui, non, C'est pas au détriment de l'équipe. Il est pas comme ça. et non, je pense pas. Effectivement, je pense que ça lui tiendra à cœur d'être MVP. Je pense Ah qu'il va ouais. l'avoir. D'ailleurs, le Thunder est en train de se balader en tête de la conférence Ouest. On verra après. De toute façon, le révélateur pour OKC maintenant sera les playoffs. Il faut vraiment aller loin cette saison. Mais donc, victoire facile. Il y a 24 points d'Aaron Wiggins. C'est un de mes chouchous pour le coup. Ouais. Vrai bon joueur, lui. C'est le meilleur Wiggins en NBA en ce moment. C'est, C'est oui. ça. Non, en ce moment, c'est dur. Record Mais de il est fort, Aaron Wiggins. Record C'est de une blague. franchise à Hein. 3 points record de franchise à 3 points pour OKC avec 27 Oui, paniers. 27. Ils ont Immense. tous mis un panier. Je sais plus combien ils sont à avoir mis un panier à 3 points, mais ils ont tous marqué quasiment. Et deuxième match de reprise pour Chet Holmgren. 12 points, 6 rebonds, 5 contre en 25 minutes. Sacramento a battu Dallas avec la grosse performance de la nuit au final, celle de DeMar DeRozan, 42 points et le game winner en prolongation pour offrir donc du coup la victoire aux Kings. Ouais, à Dallas, ce CQFR est long. De toute façon, apparemment, ça vous fait plaisir. Mais oui, à Dallas, on va quand même être obligé de parler de ce sur quoi je t'avais coupé. C'est quand même ce qui s'est passé en tribune. Et en plus, sur le terrain, nouvelle défaite des Mavericks. Et en plus, Daniel Gafford s'est blessé. Donc, c'est vraiment une sale soirée, sale période pour Dallas. Ouais, alors, pour le positif de ce match de DeMar DeRozan décisif, je pense que c'est le MVP de la nuit, 42 points, meilleure performance de la saison, le panier de la gagne en mode roublard où il se faufile là, encore un très beau footwork qui est fini à 2 secondes de la fin en prolongation parce que le match est parti en prolongation. Les Mavs, tu l'as dit, qui ont perdu Daniel Gafford après un choc sur le genou, ça ressemble à une entorse, on ne sait pas encore ce que c'est, mais C'est ça, c'est une entorse. Entorse c'est une du genou. entorse, voilà, entorse du genou, genou contre genou avec Malik Monk. Les Mavs, là, au niveau des intérieurs, donc il n'y a pas Anthony Davis qui va manquer sans doute un mois, Daniel Gafford, on attend. Au moins un mois. Au moins un mois. Ouais, allez, on verra. Il manquait Derek Lively, Dwight Powell, PJ Washington, qui n'est pas un poste 5, mais qui peut dépanner à l'intérieur éventuellement dans des line-up. Ils n'étaient pas là, donc le secteur intérieur, c'est très très compliqué pour les Mavs. Et pour revenir donc sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui est au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère de la franchise, c'est assez désastreux. Il y a des fans qui sont venus avec des pancartes pour critiquer les choix sportifs de Nico Harrison. Il y a un fan qui s'est saisi d'un micro pour faire mine de participer à un des events sur le Jumbotron, sur l'écran géant là, et qui a fait mime qui a prononcé les mots Fire Nico, tu vois, et ça s'est vu sur le truc, la caméra a dézoomé et a changé d'image, et après on a vu qu'il s'était fait virer par 4 mecs de la sécurité qui l'ont escorté. Faut pas dire que Nico Harrison est en train de devenir Palpatine et qu'il est en train de faire le tyran, mais c'est pas très bon pour l'image de la franchise, tout ça. Il n'y a pas eu d'insultes, d'injures dans les propos du fan. Les gens qui sont venus avec des pancartes, visiblement, ils n'étaient pas en mode agressif. On parle pas des gens qui ont menacé de mort Nico Harrison. Hein. Ouais. L'atmosphère, elle est pas bonne du tout. Bah non, clairement, ouais. Bah, les fans des Mavs, ils protestent et la franchise, elle essaye de... Elle réagit aux protestations avec comment t'appelles ça, avec la répression, quoi. On te vire pour une pancarte, on te vire pour un Fire Nico. Il y en a qui se sont fait virer, alors à vérifier la source, parce qu'ils ont chanté Luka pendant des lancers francs. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Nico Harrison était dans la salle, mais il a évidemment pas osé venir courtside. Il est resté en loge tout du long. Il s'est pas montré. Patrick Dumont, Patrice, j'ai un doute là. Patrick, c'est le journaliste. Hein. Pat Dumont, le gouverneur des Mavs, il est descendu à la fin de troisième quart-temps, il est venu se mettre courtside, il a évidemment été sifflé. En plus, Dallas perd, et puis tu l'as dit, Dallas a plus d'intérieur. Ça va être les prochains. Puis certaines des absences, Gafford, imaginons qu'il rate même ne serait-ce que 2 semaines. C'est 2 semaines pendant lesquelles tu n'as aucun intérieur. Ouais. Derek Lively, on ne sait même pas s'il rejouera cette saison. C'est quand même une donnée très importante. Il a une fracture de la cheville.
Anthony Davis, plusieurs semaines. Dwight Powell, c'est la hanche, et la hanche, c'est compliqué. Et Dwight Powell, la dernière fois qu'il était un joueur NBA, personne ne s'en souvient. Donc, franchement, là, si en plus tu ajoutes la blessure de Daniel Gafford dans une conférence Ouest où des équipes derrière toi, je pense à San Antonio, à Golden State, ont fait des ajouts. Aujourd'hui, les Mavs sont. Ils n'ont toujours pas mis à jour. Je crois que les Mavs sont. Quoique, ils avaient gagné leur premier match. Oui, si, ils sont 8e. Mais tu as Sacramento qui pousse derrière, qui a fait venir Zach LaVine. Tu as Golden State qui pousse derrière. Tu as San Antonio qui est pas très loin. Tu as Phoenix. Enfin bref, c'est quand même compliqué pour Dallas. Heureusement que Nico Harrison n'est pas directeur sportif d'un club de foot, parce que sinon il y a tout le stade qui serait fait virer, je pense. Il y a moyen. Denver a battu Portland 146-117 avec 40 points de Nikola Jokic. Sans forcer, ça tourne toujours bien de toute façon du côté de Dallas. Il n'y avait pas Michael Porter Jr. Michael Porter, ouais. Ouais, voilà. Petite victoire sympathique de Denver, pardon. Et c'est vrai que les Nuggets 35-19, joli bilan sur 7e victoire de suite, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Belle série en cours. Les Lakers et les Nuggets sont sur les deux plus grosses séries. Et lui aussi, c'est en 31 minutes, Jokic, il me semble. Pas besoin de forcer. Voilà. Allez, peut-être avant qu'on ferme ce CQFR, un petit mot sur la Unrivaled. Unrivaled. Là, c'était juste un petit un truc que je voulais vous partager, parce que on en avait discuté, mais dans les formats un peu innovants qu'il y avait dans la ligue Unrivaled, donc qui est la ligue créée par les joueuses WNBA, ligue de 3-3, pour faire la jonction entre deux saisons WNBA, pour leur éviter de partir à l'étranger. Donc en plus des matchs du tournoi, enfin de la saison qui se déroule, il y a un tournoi de 1 contre 1 qui implique toutes les joueuses qui sont présentes dans cette ligue, donc plein des stars de la ligue. Et il y avait le début de ce tournoi-là cette nuit, et ça m'a vraiment, vraiment donné envie de voir ça chez les mecs, parce que... Et en même temps, j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant, parce que c'est un format nouveau, c'est intéressant de voir du 1 contre 1, les joueuses sont engagées, motivées, et en même temps, avec ce qu'a pris par exemple Brianna Stewart, qui est l'une des meilleures joueuses de la ligue, l'une des meilleures joueuses de tous les temps, contre Alia Edwards, qui n'est pas encore une star de la ligue, qui est une sophomore, qui est douée, mais tu te dis pas, quand tu regardes le match-up, tu te dis bon, ça va être au moins serré. Elle lui a mis 12-0. Tous les gens qui ont suivi la ligue ont vu le match. Elle a été bonne joueuse, Brianna Stewart, elle l'a félicité après et tout, mais je me dis que si les joueurs NBA font ce type de format, il y a le risque qu'il y ait une superstar qui se passe humiliée, entre guillemets, et que ça les dissuade. Donc, à la fois, j'en suis ressorti en me disant ce serait trop bien. Tu mets, j'en sais rien, Wembanyama contre Giannis, Curry contre KD, j'en sais rien, peu importe l'opposition, tout peut être sympa, et même des joueurs qui ne sont pas des superstars. Et en même temps, j'ai l'impression que les joueurs, avec l'ego et l'exposition que ça pourrait, négative que ça pourrait amener à certains, avec les réseaux sociaux et tout, j'ai peur qu'ils n'aient pas assez de courage pour le faire. Et la carotte financière, elle ne marche pas aussi bien que... là, pour les filles, c'est-à-dire la gagnante du tournoi, elle va gagner $200 000. Donc, c'est à peine moins que le salaire max en WNBA. Donc, il y a un enjeu. C'est dans une logique qu'elle joue à fond. Mais franchement, ce serait quand même... On s'emmerderait moins qu'avec un énième concours de dunk soporifique. Je pense vraiment, où le Skills Challenge, moi, je ne supporte pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Quelqu'un regarde le Skill Challenge? J'ai l'impression. Alors Théo nous dit que lui, il a bien aimé, mais on peut bien aimer, mais je préférerais voir un contre 1 avec un mec, pas un mec lambda, parce que j'essayais de faire de traduire ce que ça voudrait dire, mais Alia Edwards qui bat Brianna Stewart, on en discutait avant, ce serait Bilal Koulibaly qui taffe Kevin Durant 12-0 en fait, l'équivalent, à peu près. J'exagère un peu, mais ce serait ça. Donc, moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir des mecs morts de faim qui se défient, avec un qui veut prouver, l'autre qui veut préserver son image. J'aimerais voir ça. Je suis un peu sceptique malheureusement sur la probabilité que ça arrive, mais voilà, en tout cas c'était sympa à suivre. C'était le premier tour, c'est disponible sur YouTube, il y a le replay, donc vous pouvez voir. Il y a Nafisa Collier qui a gagné ses premiers match-up notamment, et là ça va être les quarts de finale, et c'est à suivre sur YouTube. Voilà. Bon, on jettera un œil, et puis oui, effectivement, si ça peut inspirer la NBA, ça serait effectivement assez cool. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas de late session. Ouais, c'est ma faute. Voilà. Mais la semaine prochaine, on sera là au rendez-vous avec nos laters le mardi 23h, juste voilà, pas ce soir. Semaine pro, on sera là, et demain, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Et promis, peut-être qu'on ne parlera pas du trade de Luka Doncic. Et encore, ça dépend de ce qui tombe d'ici là. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.